Tout de suite sur Radio 2M, retrouvez l'Hebdo, un journal qui... Stop. Rien à voir. Comment ? C'est pas un journal. On me dit dans l'oreillette que ce n'est pas un journal, donc Pas un journal. on recommence. L'Hebdo sur Radio 2M, c'est un magazine... Ça Pas un magazine. Non plus ? Non, ça va pas non plus ? C'est ce qui est... C'est pas un écrit, magazine. Très bien, je recommence. L'Hebdo sur Radio 2M, une émission culture, Mais non, politique... non. Enfin, non ? Presque. La refait. Bref, c'est l'Hebdo. L'Hebdo, c'est parti pour 1 heure d'actu. Enfin, je crois, non ? Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo, 60 minutes d'actu dans le monde réel et virtuel, 60 minutes durant lesquelles nous allons passer en revue les faits marquants de l'actualité de la semaine. Il y a eu cette semaine des rires et des larmes, un heureux événement qui a remonté le moral de tous les Marocains, c'est bien sûr la victoire du Maroc en finale du CHAN, des joueurs locaux, et beaucoup de larmes après le terrible drame de Tanger, près de 30 morts dans une usine de textile clandestine. Nous parlerons de la sécurité de l'emploi, mais aussi de ceux qui ont décidé de bouleverser leur vie, qui se sont convertis pour vivre de leur passion en raison du Covid ou pas. De la politique également avec notre parlementeuse, et cette semaine, il y a une histoire d'amour dans l'air. Nous parlerons également du nombre de chocs en France. Et cette semaine, pour nous remonter le moral, mais à vous aussi, une invitée, une jeune femme, une humoriste et comédienne qui n'a pas froid aux yeux, Samia Orozman sera avec nous dans un instant. Bienvenue dans l'Hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'Hebdo sur Radio 2M. On débute avec l'image de la semaine. Ce poste de radio que vous découvrirez aussi sur nos réseaux sociaux, puisque je vous rappelle que l'émission est sur l'antenne de Radio 2M, mais également sur notre page YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, enfin Kulchi. L'image de la semaine, un poste de radio, puisque ce 13 février sera célébré aux 4 coins de la planète la journée mondiale de la radio. On en parle tout de suite. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Ce 13 février, donc, sera célébrée la journée mondiale de la radio, plus de 100 ans que la radio existe. Et sur l'antenne de Radio 2M, à partir de samedi, de 7h du matin jusqu'à minuit, on va remonter l'histoire. Je vous fais écouter un tout petit extrait de ce qui vous est. Les postes de radio sont inaccessibles pour la majorité de la population marocaine. D'ailleurs, l'histoire raconte que sur les 2649 postes récepteurs recensés à l'époque, pas plus d'une vingtaine appartenaient à des Marocains. Mais pour les rares cafés qui détenaient l'objet tant recherché, on se rassemble et on se bouscule pour écouter un petit morceau de musique venu de bien loin. Voilà, on va remonter l'histoire, revenir sur l'histoire de la radio marocaine, mais aussi de la radio en général, plus de 100 ans. Et puis, vous allez pouvoir découvrir et entendre des témoignages assez extraordinaires de sportifs, de très nombreux artistes au Maroc, mais aussi à l'international. La radio, qui, on le rappelle, a été fondée en 1732 par une certaine Fethi El Aouni. Je me vois déjà dans le Moyen-Âge. D'ailleurs, c'était son anniversaire cette semaine. Happy birthday to To you. Happy birthday to you. J'ai tweetant. Merci les amis. J'ai tweetant. La confession de la semaine, elle concerne également la radio. Un grand monsieur, Mehdi El Razi, qui dans les années 70 était animateur et producteur d'une émission musicale sur la RTM. Écoutez. Radio 2M, le moment confession. La radio, je l'ai connue pendant les années 70. J'étais DJ, j'écoutais la radio, la chaîne Inter. C'était la seule radio qui existait au Maroc à l'époque, en langue française. Et il n'y avait pas encore d'animateur marocain. Et de là, on essayait de découvrir les nouveautés. Puis vers les années 64, vers l'année 74-75, je crois bien, on a vu l'apparition de Meki Britel, Mohamed Bahiri, Ali Fihabid, Rachid Wahib. Et moi, j'ai intégré la RTM en 1985. Là, j'avais toujours rêvé d'être animateur radio. En étant DJ, je faisais des maquettes. Et je me suis présenté. J'ai présenté une maquette. On m'a tout de suite accepté, comme quoi j'avais une belle voix, que j'avais du talent, et je me suis lancé dans l'aventure de la radio. Confession recueillie par
Rafik, s'il vous plaît, Oui, parce alors, que Mehdi c'est aussi Razi. l'occasion, Mhm. ce samedi, de rendre hommage aux pionniers de la radio, de Exactement. rendre hommage à ceux Exactement. qui, dont on connaît les voix. J'ai eu la chance de les côtoyer. Certains ont disparu malheureusement, d'autres sont encore en vie. Donc j'étais tout petit en fait. J'avais intégré la RTM, c'est tout ce que je voulais faire de toutes les manières. Je voulais rien faire d'autre. Et je me suis retrouvé avec des grosses pointures de la radio, ceux qui avaient fait la radio, ceux que j'écoutais quand j'étais tout petit. Et j'enregistrais aussi les cassettes. Et puis il y avait Toi aussi, t'étais DJ? Ouais. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai? Non, c'est vrai, parce qu'à l'époque, on gagnait quoi, 3 sous. Mais on était heureux de faire ce métier-là. Et donc, en parallèle, j'étais DJ jockey dans une boîte qui n'existe plus. Voilà. Et j'ai côtoyé Mehdi Razi, qui il m'a appris le métier, comme tant d'autres. Et lui, il avait une mission de funky et tout ça, ce que j'adorais. Donc, j'étais toujours collé à ses basques. Voilà. Tu restes avec nous tout de Mhm. suite sans transition. Un œil sur le monde. Un œil sur le monde. Un œil sur le monde avec une onde de choc en France, le MeToo à la française, des plaintes contre des célébrités qui se multiplient pour Exactement. des affaires. De pédocriminalité ou de pédophilie. D'inceste, on va dire. D'inceste, alors on va dire d'inceste. Mais avant cela, je préfère, si vous le permettez, on va regarder quelques images. Enfin, beaucoup de médias ont repris cette affaire. C'est d'actualité. On écoute. À la une ce soir, l'affaire Duhamel inquiète les élites germano-pratines. Camille Kouchner, fille de l'ancien ministre, accuse le politologue donneur de leçons Olivier Duhamel de viol sur son frère jumeau quand il avait 13 ans. Un scandale qui sent aussi le règlement de compte. Et oui, la série continue. Il faut dire que les Français ne font pas les choses à moitié. Cocorico, le cesse-t-il de crier à tort et à travers. Et des travers, ils en ont, et en masse. Et là, pas de demi-mesure. On y va franco, et on se fait plaisir, et là, ça jaillit. La déferlante, accusation de pédocriminalité. Le gouvernement ne sait plus à quel sein se vouer, lequel d'ailleurs. Le gouvernement se joint à l'orgie, enfin, je veux dire à la partie. Pourquoi ? Eh bien, c'est le scandale qui vient de là où on s'y attendait le moins. Fiers de leur situation, se croyant intouchables, du coup, ils tâtent ailleurs. Ces messieurs d'Aout sont retombés en enfance. Ils voulaient jouer à papa et maman, au docteur et la dinette si affinité. Du coup, c'est le branle-bas combat. C'est des démissions à la chaîne, celle du directeur de la prestigieuse école de Sciences Po. De toutes les façons, ça lui pendait au nez, il était déjà sur les genoux, enfin, je vais dire sur la sellette, depuis le déclenchement de l'affaire Duhamel début janvier. Olivier Duhamel, président démissionnaire de la Fondation nationale des sciences politiques. Lui, de toutes les matières, c'est la couette qu'il préfère, celle de son beau-fils, qu'il accuse de l'avoir violé quand il était adolescent. Après Sciences Po, Sciences Sport ou Sciences Coit interrompu par Camille Kouchner, fille de l'ancien French docteur Bernard Kouchner, qui a dénoncé ses agressions dans un livre, La Famiglia Grande, qui a libéré la parole sur l'inceste. Il est vrai que c'est une grande famille que celle des pédocriminels. Ils écument tous les milieux, même celui de l'art plastique. L'artiste Claude Lévesque, admiratif devant justement la plastique de certains de ses modèles ou disciples, aurait tenté de vérifier par lui-même la beauté d'un autre artiste et de ses deux frères qui étaient alors âgés entre 10 et 17 ans. Et la liste est longue, comme mon bras. Encore, et on s'y arrête, Richard Berry, lui, l'acteur Berry, qui aurait un petit peu trop démontré tout l'amour qu'il avait pour sa fille Colline. C'est son prénom, ça lui a donné envie de faire de l'escalade, et l'escalade continue. Ces dernières semaines, le président français Macron a déclaré vouloir adapter le droit pour protéger les enfants victimes de violences sexuelles. C'est en fin janvier. Il a posté une vidéo sur les réseaux sociaux, suivie de tweets en s'adressant aux victimes. Vous ne serez plus jamais seuls, on est là, on vous écoute, et nous, on vous croit Emmanuel, on vous croit, on ne prêche pas un convaincu, vous qui avez tellement serré les dents. Bien. Très bien. Bien, et en fait, c'est terrifiant ces affaires parce que la première, Duhamel, et puis ça s'enchaîne. Richard Berry, maintenant le producteur Louvain. Ouais. Et l'autre, là, C'est du quand même une CNC. histoire de dingue. Ce qu'on a vécu aux États-Unis, on est en train de le vivre en Et France. voilà, il y a des vices cachés, et voilà. Et en plus, en fait, j'ai suivi un peu ces affaires. Et comme ce sont des personnalités publiques, des stars du cinéma, entre autres, il y a vraiment des clans qui se créent et qui se déchirent entre eux. Par exemple, la nièce de Richard Berry, elle est contre lui, alors que d'autres personnes, lui, le soutiennent. Et Son ça ex-femme qui le soutient. Exactement, et ça s'attaque en fait sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment un tribunal populiste et populaire qui s'est créé au-delà de cette affaire, parce que la plupart de ces affaires, il y a prescription en fait. Il n'y a pas de D'ailleurs, sans tout feu à non l'heure, plus. on va demander à notre invité si ça l'inspire, si ça lui inspire des sketchs, ces histoires complètement
absolument dingue qui marque l'actualité, c'est un fait. Mais on a déjà vu quelques plateaux en fait qui s'y amusent avec des caricatures. On va parler maintenant de l'actualité marocaine avec une affaire qui nous a tous bouleversés cette semaine. C'est bien évidemment le drame de Tanger. Une usine de textile clandestine dans un sous-sol d'une villa. Tout le monde savait, personne ne disait rien. La cave a été submergée d'eau suite aux fortes pluies et de ce début de semaine. Et le bilan est terrible. C'est quand même 28 morts. C'est le coup de gueule de Hamouda. Hamouda dans tous ses états. Alors Hamouda, cette semaine, tu t'es intéressé plus particulièrement et généralisé aux accidents de travail, que ce soit public ou privé, et en plein milieu d'une campagne de sensibilisation. Exactement, en fait, je ne voulais pas vraiment parler de ça. J'ai préparé un très beau sujet qui concerne la culture, mais malheureusement, c'est un événement qui est un peu choquant et tout le monde a suivi le drame. 28 personnes qui ont perdu la vue d'une manière qui reste un peu irresponsable et aussi qui questionne aussi le degré de contrôle de nos entreprises ici au Maroc, locales. Et après, en pleine campagne, en fait, qui a démarré le 5 février, je crois. Qui a démarré le 5 février, qui va se terminer le 16, exactement, et c'est une campagne de sensibilisation sur les risques du milieu professionnel. Normalement, tout ce qui s'agit d'accidents au risque qu'on peut atteindre en travaillant ou dans le lieu de travail, et dans certains pays, même en route vers le travail. Mais ça, c'est encore un peu loin ici, apparemment. On a des chiffres, Hamouda, oh là là, sur le nombre de exactement. décès. Selon le Bureau du travail international, on a atteint 2000 décès par an. Pour cela, nous avons interviewé M. Abdelrazak Lalish, qui est directeur de l'Institut national des conditions de vie au travail. Et on peut l'écouter, Hamza. Il s'est avéré que le nombre de victimes d'accidents de travail au Maroc enregistre approximativement un chiffre de 2000 personnes qui perdent leur vie chaque année au Maroc, tout en exerçant leur activité. Et c'est un chiffre qui interpelle tous les pouvoirs publics, les représentants des employeurs, ainsi que les représentants des salariés, pour chercher et pour dénicher toutes les solutions qu'on peut envisager pour faire face à ce fléau qui coûte cher à l'économie nationale. Voilà, pour faire face à ce fléau, normalement, il y a le ministre chargé, qui est le ministre du Travail et de l'insertion professionnelle, en partenariat avec le même institut. Ils ont pensé à une stratégie et pour la mettre en œuvre, ils ont pensé à organiser des journées régionales pour la sensibilisation. Le but, c'est de promouvoir en fait la question de la santé et de la sécurité au travail et le renforcement de la culture de prévention des risques professionnels. Rita, tu voulais poser une question ? Oui, je voulais juste dire, en fait, la sensibilisation, c'est bien, mais c'est le contrôle aussi, parce qu'on le voit au quotidien dans la rue. On voit toujours des mecs dans le bâtiment, ou peu importe, même en train de laver des fenêtres, qui n'ont aucune sécurité. C'est complètement dingue. Moi, je suis toujours là à avoir peur que le mec tombe. Mais dans la construction, tu as parfaitement raison. On a, comment ça s'appelle, des échafaudos. C'est bien. Mais non seulement on a des pertes non seulement au niveau de l'économie aussi, et il ne s'agit pas souvent de la mort, mais il s'agit aussi des accidents qui peuvent créer des handicaps. Juste pour répondre à la question de la législation des lois, parce qu'il y a une absence de contrôle, il y a une loi normalement qui a été votée et tout, mais qui a passé 10 ans en attendant la validation finale pendant 10 ans, chose qui explique l'absence aussi ou bien ce comportement de certaines entreprises qui ne respectent pas la loi. Voilà. La loi, elle a eu un accident de travail. Elle a eu un accident. Merci beaucoup, Hamouda, de tous ces chiffres, parce que c'est important de les rappeler. C'est le moment de faire entrer l'invité cette semaine. C'est une humoriste, une comédienne. On a profité de son passage au Maroc. Je vous demande de l'accueillir. Et s'il vous plaît, c'est Samia Orosman. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Pas autant que moi. Ah bon, pourquoi ? Mais parce qu'on travaille pas en ce moment. On fait rien. Je passe mes journées à dire je sers à rien, je suis pas nécessaire, je suis inutile. Et là d'un coup on t'invite à la radio et tu dis alhamdoulilah. Comment ça va ? Nous on est ravis. Très bien, on est ravis de vous accueillir. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, parce qu'il y en a peut-être qui vivent sur une autre planète, qui vous connaissent ça pas arrive à des gens suffisamment. très bien, c'est pas grave. Voilà. Comment vous la décrire ? Je ne vais pas vous la décrire d'ailleurs, vous allez écouter.
J'ai toujours été fascinée par l'Afrique subsaharienne. Ce qui me fait souvent rire, c'est quand on me dit « Allez, vas-y, fais-nous l'accent africain ». Ça veut rien dire, l'accent africain. C'est comme si je te disais « Mais fais-moi l'accent européen ». Et puis, généralement, c'est les Arabes qui te disent ça. Vous êtes au courant, les Maghrébins, que le Maghreb, ça se trouve pas en Californie. C'est en Afrique, ok? Alors, les Marocains, quoi qu'ils te disent, on dirait qu'ils vont te frapper. Allah, français, qui veut dire littéralement « Prends soin de ta tête ». Moi, le premier Marocain qui m'a dit « Allah, français », j'ai dit « Toi-même, laisse-moi tranquille, arrête ». Moi, je suis allée au Maroc. J'ai vu comment les Marocaines se comportent avec leur mari. Quand ils rentrent à la maison, elles sont aux petits soins. Elles préparent des bons petits plats, des gâteaux, elles font même des massages. Quand j'ai vu tout ça, je vous jure que moi, je voulais épouser une Marocaine. Bah, vous savez quoi, on va la demander en mariage, Samia. Non mais c'est bien d'avoir mis la fin du sketch, parce qu'il y a des gens qui connaissent que le début, où je dis que ma mère, elle m'a dit attention, tu manges pas chez les Marocaines, elles font du suhour et tout ça. J'ai dit mais non, elles font pas du suhour, c'est que elles sont tellement charmantes qu'elles te font craquer, tu es obligé. On connaît pas les mêmes Marocaines. Hein. Écoute, ça fait au moins 10 fois que je viens au Maroc, j'ai eu le temps de voir. L'affaire, t'en penses quoi là? Comme ce que tu as dit. Tu rentres à la maison, le massage. Mais non, c'est l'utopie. Yeah. C'est Mais l'utopie. c'est justement c'est pour inciter. Attends, tu es marié ou pas? Oula, quelle question. C'est pour savoir si ta femme, elle va te frapper quand tu vas rentrer ce soir. Laquelle? Oui, Samia, vous avez posé vos valises au Maroc pour quelques jours, pour quelques semaines. C'est pour le travail ou pour les vacances? C'est un peu des deux. En fait, en réalité, je suis là pour écrire mon nouveau spectacle. Et c'est aussi parce qu'il y a un type qui tient un lieu magnifique à Marrakech qui a dit à mon manager, écoute, ton artiste, je l'adore. Dis-lui qu'elle vienne à la maison, elle est la bienvenue quand elle veut. J'ai dit, écoute, j'arrive. Et donc j'ai pris mon billet et je me suis échappée juste avant qu'il ferme les C'est ce que frontières. j'allais dire un petit peu, parce que la France, là, c'est le confinement, là. Ah bon? Comment je n'étais pas au comment En fait, je pense que j'ai la baraka. À chaque fois qu'il y a un confinement, je suis enfermée au soleil. Quel dommage. Et la dernière fois, c'était où? C'était en Côte d'Ivoire. C'était le 20 mars, je devais reprendre l'avion pour rentrer en France. Et en fait, l'avion était surbooké, tout le monde voulait rentrer à Paris. Je comprends pas pourquoi. Et moi, je me suis retrouvée bloquée en Côte d'Ivoire pour 2 mois et demi. Et ça a été les plus belles vacances de toute ma vie. Ça t'a pas inspiré, non? Si, j'ai écrit plein de trucs sur les Ivoiriens, oui. Et du coup, maintenant, je suis au Maroc. Je suis pas vraiment enfermée parce que malheureusement, quand tu pars avant le 31, tu peux revenir. La Ghaleb, j'ai pas eu complètement de la chance, mais alhamdoulilah, j'ai pu au moins venir. Et là, pour l'instant, dans ce lieu paradisiaque, je suis en train d'écrire mon nouveau spectacle. Parfait. Tout à l'heure, dans l'extrait qu'on a entendu, la première partie de l'extrait parle du sketch où on te demande de faire l'accent africain, tu vois. Ouais. À quel moment on a le droit de faire l'accent africain? C'est-à-dire que moi j'ai vécu en France et je sais que entre gens, entre communautés, on va dire, pas opprimées, mais les Arabes, les Noirs, ils grandissent ensemble, ils vivent ensemble, tant que c'est fait dans la bienveillance. Les rebeux, ils charrient avec les Renois et vice-versa. Il n'y a pas d'accent africain. Donne-moi un pays, donne-moi pas une région. Je sais pas, le Mali par exemple. Bah, en fait, tu peux imiter les Maliens si jamais tu les as fréquentés, que tu les connais, que tu. Voilà, c'est-à-dire à quel moment. En fait, quand tu t'intéresses aux gens, que tu prends le temps de les rencontrer, de connaître leur culture, etc., au contraire, quand tu vas les imiter ou quand tu vas sortir quelques mots de chez eux, ça va les flatter. C'est comme si toi, demain, il y a un Américain qui vient te voir et il te parle en derija marocaine. Tu vas dire, attends, mais comment il sait, le gars? C'est un effort incroyable, il a pris le temps de s'intéresser. Et parce que c'est fait avec amour. Mais si tu es là juste pour singer les gens et dire mais qu'est-ce qu'il y a, doudou didon, il y a des grosses narines, là non, ça ne passe pas. Elle a raison, pardon, pour la bienveillance, parce que nous, par exemple, ici, rien qu'au boulot, on a des personnes de subsahariennes, sénégalaises, d'un peu partout. Et quand on rigole ensemble, que eux, ils font un accent que moi, enfin un accent parisien ou bien marocain, et que moi, je refais l'accent sénégalais, je peux t'assurer, ouais, ça passe, parce que c'est bienveillant. Et d'ailleurs, Samia, parce que dans l'hebdo, en fait, on enlève le vous, c'est du tu. C'est mieux. Tu détestes qu'on dise humoriste de telle ou telle origine. Tu te dis, moi je me revendique en tant qu'artiste du monde, pointe à la ligne. On sent que ça vous énerve bien. Et d'ailleurs, j'ai relevé dans une interview, vous dites, je ne veux pas faire de l'humour de maghrébin pour les maghrébins ou de musulmans pour les musulmans. Je veux être un pont entre tout le monde, expliquer aux uns et aux autres ce que chacun a dans la tête. Exactement. En fait, en France, j'ai l'impression d'être considérée comme un foulard sur pattes. Mais je suis pas un foulard sur pattes, les gars, calmez-vous. Quand on invite Gad Elmaleh, on dit pas l'humoriste juif. Quand on invite Cavana, on dit pas l'humoriste noir qui a des locks. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter de cataloguer les gens et de voir en fonction de ce qu'ils sont censés représenter. Moi, je suis juste humoriste et je viens faire rire les gens, quelles que soient leurs confessions, leurs origines, leurs orientations. Je m'en fiche. Je parle des êtres humains, en fait. Et c'est un pont entre tout le monde. Et dans mon spectacle, le premier notamment que j'ai mis sur Internet,
je me moque de tout le monde s'en prend plein la figure. Et du coup, tout le monde vient dans la salle pour écouter ce que j'ai à dire sur eux. Et il y a un super beau mélange qui se fait. Et c'est ça, en fait, que j'adore. Mais vous portez, port du voile, vous portez c'est un jamais le foulard voile, c'est le pêche. turban. Mais les gens, quand ils rentrent dans la salle et qu'ils vous voient comme ça, ils se disent pas, allez, voiler. Non, au début, ils le savent pas, mais au bout d'une demi-heure, je finis par leur dire la vérité. Et là, c'est trop Et tard. alors, c'est trop parce tard, ils qu'ils sont m'aiment piégés, bien. ils sont déjà Bah dans ouais. la salle. Avant, il était au début, le sketch sur le voile, il était au début du spectacle, et les gens se braquaient. Parce qu'ils ont des a priori, des préjugés, et ils voulaient plus écouter. Maintenant, je l'ai changé, il est au milieu du spectacle. Et vous leur dites quoi avec cette histoire de voile? Et je déconstruis un peu les clichés. Je dis, voilà, il faut que je vous avoue que ce que j'ai sur la tête, c'est un foulard de femme musulmane. Et je dis, ça va, vous n'avez pas peur? Parce que je vois qu'il y en a qui veulent s'échapper. Je dis, mais moi, j'ai eu le droit à plein de réflexions. Le jour où j'ai mis ce bout de tissu sur ma tête, on m'a dit, mais pourquoi t'as mis ça sur ta tête? Je dis, écoute, au début, j'avais essayé sur les pieds, mais c'était un peu galère pour marcher. Ou, Samia, tu portes le voile. Je dis, arrête, déconne pas, qui c'est qui me l'a mis? J'avais même pas remarqué. Ou genre, mais c'est parce qu'on t'a forcé, c'est ça, t'es une femme soumise, tu as été opprimée. J'ai dit, oui. Tu as pas vu mon père, mon frère et mon mari cachés derrière les buissons? Toute la journée, ils me surveillent pour voir si je l'enlève ou non. Je dis, non, mais faut arrêter. Moi, je suis une fille super libre. J'ai le droit de faire tout ce que je veux à l'intérieur de ma cuisine. Et en fait, c'est vraiment essayer de déconstruire un peu les préjugés et de dire, écoutez, arrêtez de focaliser là-dessus. En fait, ce n'est pas mon identité. C'est un des principes religieux que j'ai décidé d'appliquer parce qu'à un moment, ça a été facilité pour moi. J'avais aucune raison de ne pas le mettre. J'ai rencontré l'homme que j'aime. C'est pour lui que j'ai envie de me faire belle et pour les autres, je m'en fiche. Et donc, je me dis, Dieu a l'air de dire qu'il faut le faire. J'ai dit, allez, on ne sait pas si à 100% c'est ça, parce que chacun donne son interprétation, mais moi j'essaye de faire ce que je peux pour faire le moins de bêtises possible. Après, ça n'empêche que je suis un être humain comme tout le monde, que j'ai mes envies, que j'ai ma manière de vivre, que j'ai mes qualités, mes défauts. Je ne suis pas juste un foulard sur pattes. Tu m'as donné envie de mettre le voile. Ah, bismillah. J'en ai un dans mon sac. Du moment que tu mets pas les voiles. Vous avez toujours eu envie d'être humoriste? J'ai toujours eu envie d'être comédienne. Vous avez bifurqué de métier en métier? Non, en fait, j'ai toujours voulu être comédienne. Depuis la toute première fois que j'ai posé les pieds sur scène, j'avais 12 ans. Et j'ai senti le regard du public sur moi et je me suis sentie exister à ce moment-là. J'avais fait une improvisation où je devais jouer le rôle d'une fille dont le copain s'était fait renverser par une voiture. Et en fait, j'y ai tellement cru que j'ai réussi à pleurer et à faire pleurer toute la salle avec moi. Et à ce moment-là, je me suis sentie exister. J'ai dit, c'est ça que je veux faire, je veux devenir comédienne. Et après, j'ai tout mis en place pour que ça puisse un jour arriver, sans être vraiment convaincue que ça puisse marcher, parce que ça semblait être un rêve qu'on ne peut pas atteindre. Mais j'ai quand même fait en sorte de pouvoir avancer vers ça. Et maintenant, j'ai eu la chance de jouer dans 18 pays francophones, et je suis la plus heureuse du monde. Chaque jour que Dieu fait, je me dis, mais quelle chance j'ai de pouvoir vivre ça. Elle a des étoiles dans les yeux. Ah oui, j'ai des étoiles dans les yeux parce question. qu'elle en... Oui, vas-y. Bonjour Sally. Bonjour à tous. Bonsoir Bonjour. à tous. Samia me disait juste avant, parce qu'on est en train de discuter avant d'entrer sur le plateau, que tu avais besoin de vivre des choses pour les raconter, pour les retranscrire. Est-ce que justement le Maroc, enfin le Maghreb en général, avec vu que Casablanca et Marrakech sont des villes cosmopolites, justement, tu as besoin de ça pour parler de cette double culture. Clairement. Et puis Clairement. Et puis, dès les premières fois où je suis venue jouer au Maroc, j'ai été happée par quelques détails que j'ai commencé à intégrer pour les raconter après. Genre, moi, la première fois que je suis venue au Maroc, on m'a tellement bien accueillie, j'ai dit, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'ils veulent? À la fin de la soirée, ils vont nous égorger, ils vont prendre nos organes. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Nous, on est parisiens, on se méfie de tout le monde. Quelqu'un qui est là, qu'est-ce que tu veux? On se connaît pas. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, du coup, la différence de culture, elle attire ton regard, et puis ça te donne en fait des billes pour commencer. Ouais. Et en fait, moi, mon spectacle, je l'ai joué pendant presque 10 ans, mais il y a 10 ans et aujourd'hui, il n'a plus rien à voir. Parce qu'au début, c'était un petit truc qui faisait 30 minutes et qui n'était pas très travaillé. Et au fur et à mesure des voyages dans les différents pays, je suis allée à la rencontre des gens dont je parle. Et donc, je me suis perfectionnée dans ce que j'avais à raconter. Et j'ai pu ajouter des anecdotes. Tu vois, par exemple, moi, je parle de toute l'Afrique subsaharienne, enfin, des pays francophones du moins. Et on m'a dit, mais comment tu sais la différence entre les gens? T'as grandi en Afrique? J'ai dit oui. J'ai grandi dans le 93. Ouais. Et en fait, on n'était que entre Africains. Donc forcément, tu as appris les accents de tout le monde. Et après, j'ai eu la chance d'aller les rencontrer chez eux. Et là, ça a été magique parce que tu enrichis encore plus les histoires que tu as racontées. Tu restes avec nous? Bien sûr, tu vas rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission et réagir justement aux différents sujets. On va parler des métiers, des gens qui bouleversent leur vie, raison Covid ou pas d'ailleurs. C'est avec le reportage de la semaine. Jingle. Le reportage de l'hebdo.
C'est ta petite enquête de la semaine et c'est très intéressant ce que vient de dire Samia quand elle parle de sa première immersion au niveau de la scène. Mais est-ce que beaucoup changent de métier du jour au lendemain ? Alors justement, on va en parler tout de suite. Donc on est 5 mois après 5 mois, qu'est-ce que je raconte ? Non, bien plus un que an. ça. Presque un an, ouais, après le début. Ah là là, dis pas, c'est passé vite. Ça veut dire que pour elle, c'est pas très long finalement. Non, mais justement, Samia, tu me disais que le Covid t'avait énormément Mais regarde, je suis une nouvelle femme. chamboulé. Donc un an après le début de la crise, eh bien, les effets justement de ce Covid sur notre société sont difficilement mesurables, mais en termes d'emploi, il est un chiffre qui ressort. Selon le HCP, 430 000 postes ont été supprimés en 2020, parmi lesquels plus de 250 000 rien qu'à Casablanca. Bon, en réalité, ce chiffre... 250 000 à Casa ? Oui, sur les 430 000, 250 000 à Casa. Mais bon, c'est le HCP, ce sont des statistiques. En même temps, au capital économique, il y a quand même beaucoup de grosses infrastructures. Et apparemment, oui, mais c'est la région la plus touchée, la plus concernée par les mesures restrictives. Ouais, c'est ça qui est dingue. Les salles de sport, tout ça. Voilà, exactement. Donc, en réalité, ce chiffre, faut pas se leurrer, c'est la partie émergée de l'iceberg, puisqu'en réalité, ils sont sans doute beaucoup plus, parce que justement, ces statistiques ne prennent pas en considération les personnes non déclarées et qui, elles aussi, se sont informelles. Voilà, exactement, se sont retrouvées sans emploi. Donc, face à ce raz-de-marée, certains secteurs comme l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, la culture, Samia, sont malheureusement beaucoup plus touchés que d'autres. Donc, on a des assistantes dentaires qui sont devenues aides-soignantes. Nas, qui va nous rejoindre dans un instant, était banquier avant, mais ça, on en reparlera. Ah ouais, je ne savais pas. Ah si. Il était banquier en Roumanie. Non, mais cette classe, elle venait bien de quelque part. Mais on va en reparler tout à l'heure. Salima, elle a fait le DJ en attendant. Le DJ. Des traiteurs qui, faute d'événements, se lancent dans la restauration spécialisée dans la livraison pour les particuliers. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, si l'un de vos proches a changé ce serait intéressant de métier pendant le Covid. Mais la situation la plus courante, je crois bien, j'ai pas de chiffres pour le prouver, mais ça doit être sans doute tous ces serveurs devenus livreurs parce que les restaurants sont fermés ou autorisés à de la vente à emporter. C'est le cas d'Ahmed, il a 32 ans, écoutez, il s'est pris la fermeture de plein fouet, c'est pas facile, il s'est retrouvé sans rien. J'étais serveur avant. C'est un métier qui me manque beaucoup parce qu'avec les règles sanitaires, il y a des barrières qui se sont dressées entre les clients et nous. Et c'est un métier d'accueil, comme vous le savez. Heureusement, grâce à Dieu, j'ai retrouvé le travail 1 mois après la fermeture du restaurant pour lequel je travaillais. Mais bon, le métier de livreur, c'est un métier que j'exerce par nécessité et à plus la passion. C'est assez bouleversant son témoignage parce qu'on sent de l'amertume. Mais c'est clair. Mais en même temps, la force et le courage de ne pas baisser les mains. De ne pas baisser les bras, on dit. Ouais, les bras. Mais baisser les mains. Et si j'ai envie, les restaurants, ils sont encore ouverts, je comprends pas. À une époque, ça a été fermé. Ils ont fermé. Ils sont fermés. Mais au-delà de ça, il y a plusieurs restaurateurs qui ont mis la clé sous la porte. Et puis avec le couvre-feu, en fait, voilà, il faut manger plus tôt. Il n'y a pas de service du soir. Il n'y a pas de service du soir. Surtout que vous mangez en décalé, les Marocains. Moi, j'étais invitée pour un déjeuner. On a mangé à 18h. J'ai dit, Roya, j'aurais su, j'aurais jeûné. Franchement. Ramadan surprise. Mais ouais, c'est vrai. Et j'avais rien mangé. Je me suis dit, chez les Marocains, on mange bien. Tu vois, je m'étais préparée. Il n'y avait rien dans le ventre. Mais il y a aussi, Salima, des personnes qui décident de bousculer entièrement leur vie, qui se disent ras-le-bol en fait, qui se rendent compte en fait que le métier qu'ils font ne leur convenait pas et qui d'un seul coup, c'est le cas, je crois que tu l'as exactement, rencontrée, elle s'appelle, je vous propose de la voir sur Facebook, elle s'appelle Radia Cheikh Lehlo, elle est dans la communication, c'était assez corporate, elle faisait de la communication et aujourd'hui elle est à la tête de cette société qu'elle a tout simplement baptisée Déclic, oui ça ne s'invente pas, concrètement elle accompagne et conseille les organisations, les entreprises qui souhaitent renforcer leur rôle social et dans le même temps participer à la transition écologique, ça rejoint le sujet. C'est faire simplement du bien. Et déclic, en fait, c'est parce que du jour au lendemain, elle a eu ce déclic et elle s'est exactement. dit, c'est fini. Et elle accompagne justement ces sociétés dans leur envie de changement et ça rejoint le sujet de Hamouda. Malheureusement, c'est une triste réalité. Et donc, elle est sollicitée par des multinationales comme des structures beaucoup plus petites et les gains, les retombées pour ces entreprises sont multiples. Une meilleure productivité, créativité, une plus grande innovation. Bon, vous imaginez bien qu'avec le Covid, les attentes et les préoccupations ne sont pas les mêmes pour ces sociétés. Radia, entourée de ses 10 collaborateurs, a dû s'adapter. Écoutez-la.
La pandémie est venue rappeler aux sociétés qu'elles devaient intégrer ces questions-là. L'urgence, elle existait déjà. Notre réglementation, même à l'échelle nationale, est en train d'évoluer pour amener les plus grandes entreprises à être attentives aux enjeux sociaux et enjeux environnementaux. Donc la dynamique, elle est lancée. C'est à nous, en tant que cabinet conseil, d'arriver à faire de cette volonté des entreprises une vraie réalité. Et j'ai réalisé que moi, dans mon métier, en tant que personne, j'avais besoin d'engagement. J'avais besoin de sentir que je participais à un changement positif de la société, même à une toute petite échelle, même modeste. Mais juste une chose, parce que nous, on a déjà eu la chance de la recevoir, cette dame, c'est qu'elle a repris tout à zéro. Elle a repris les études du jour au lendemain. Elle n'avait plus rien, plus de salaire, elle n'avait plus rien de quoi gagner sa vie, mais elle s'est dit, il faut que je le fasse. Ça marche, ça marchera pas, mais j'y vais, j'ai envie de me sentir bien avec moi-même. Ouais, et puis il y a un gros problème aussi marocain, il faut le dire, c'est que le gouvernement n'encourage pas les reconversions. Il n'y a rien pour passer d'un métier à l'autre, quoi. Il faut se débrouiller tout seul. C'est intéressant en fait dans les deux témoignages qu'on a eus, c'est qu'on a un cas en fait d'une personne qui est obligée, la reconversion devient en fait une galère et par choix. Voilà, et l'autre par choix qui finalement un luxe parce que cette personne-là qui a pu changer de métier, reprendre des études, je crois qu'elle a assez de moyens pour pouvoir se le permettre. Justement pas, c'est que si tu m'avais écouté de ce que je viens de dire, non, j'ai pas écouté. C'est que justement, du jour au lendemain, plus de salaire, plus rien. Mais en se disant, il faut que je tente, quitte à retourner chez mes parents. Elle a vraiment, il faut avoir beaucoup de courage. C'est des forces de caractère en fait. Tu as des gens qui ont tendance à aller vers le négatif et tu en as d'autres qui se disent, bon, de cette situation négative, je vais sauter et je vais en faire quelque chose de positif. Exactement. Et c'est ça en fait. Aujourd'hui, on peut s'en sortir dans la vie que si on voit les choses de manière optimiste. Parce que tout le monde a des problèmes et tout le monde a des raisons de se morfondre. Mais à partir du moment où tu décides d'apprendre à bras le corps le problème et de reprendre le dessus, tu ne peux que avancer. Alors, je ne sais pas si tu vas rester un tout petit peu à Casa ou pas, mais tous les Casablancais, je ne sais pas s'il y a dans d'autres villes d'ailleurs du Maroc, mais les cafés qui avaient fermé et qui ont aménagé leur petite voiture sur le bord de la route, où ils font des cafés, des petits-déj. Voilà, tu passes sur la route, grande nationale, et il y a sur l'autoroute. Sur l'autoroute, la police arrêtée chez eux. Arrêtées. Et qui te font un petit café. Et ça existe à Lyon aussi. Ça n'existe pas qu'au Maroc. Oui, ça existe à Lyon. Mais depuis le Covid ou pas? Ça a été amplifié par le Covid. Peut-être que ça existait avant, mais en tout cas... Ça existe à Bamako aussi. À Dakar. À Dakar aussi. Dakar, voilà. Ouais. Moi, je sais qu'à Abidjan, ils appellent ça la capitale de la débrouille. Et en fait, quand ils trouvent pas de solution, ils se débrouillent pour trouver. On est le pays de la débrouille. C'est ça qui est génial, en fait. C'est que le manque de moyens ne t'empêche pas finalement de réfléchir et de mettre en place des solutions. Et moi, je trouve ça magnifique. Et ceux qui se sont convertis dans le monde virtuel, sur le numérique, qui gagnent aujourd'hui correctement leur vie. Le monde virtuel, c'est le monde de Rita. Un monde à part, un monde secret, un monde magique. Ils disent quoi sur le web ? Ils disent quoi sur le web cette semaine ? Alors, ils ont dit beaucoup de choses, encore une fois, sur le web. Notamment, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, encore une fois. Il a déclaré sur le nouveau réseau social Clubhouse qu'un singe doté d'une puce implantée dans le crâne était en train de jouer à Pong par la pensée. Vous savez, le jeu de ping-pong. Bon, déjà, on va décortiquer la phrase. Un singe qui joue à Pong par la pensée. Non mais allô. Cette déclaration qui a dû choquer Brigitte Bardot, elle a également médusé de nombreux internautes qui ont qualifié cette pratique d'abominable. Ce Facebooker a lui commenté « J'imagine le seum si le singe réussit à battre quelqu'un sur FIFA. J'espère juste qu'ils le feront pas jouer à Mario Kart, il risquerait de courir derrière les bananes jetées sur la route. » En tout cas, cette déclaration m'a mis la puce à l'oreille parce que la finalité pour Musk, c'est de nous l'implanter la puce dans le cerveau pour des raisons médicales selon lui. Mais soyons sérieux, ça fait peur, on est à la limite de la science-fiction, ces internautes ont d'ailleurs publié. C'est moi ou le film Matrix est en train de devenir petit à petit une réalité, ou encore, bien entendu, aucune dérive possible, tout est sous contrôle. Sous contrôle, tout est sous contrôle, sous contrôle, la zone est sous contrôle. Et oui, on sera bientôt peut-être tous des fils de puce. Je pensais qu'elle allait lâcher. À commencer par le rappeur. À commencer par le rappeur dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui s'est fait greffer un diamant sur le front. Car oui, Lil Uzi Vert s'est proposé pour se faire pucer le cerveau. Dégueulasse. Je pense que lui, dans ses gènes, il a le Google Chrome aux ohms.
Et la 5G, glauque, gênant, grotesque, gangréneux, gunsrsif. D'ailleurs, ça a beaucoup tweeté. Selon les abonnés à l'Oiseau Bleu, il a les moyens pour un diamant, mais pas pour les frais de psychiatrie. Et ça devrait se faire en 2022, c'est vrai. Hein. Espérons. Non. Oui, il va le faire en 2022. Non, mais t'es sérieuse? Ouais, je suis sérieuse. C'est ce qu'il a annoncé. Ouais. Non, mais il l'a annoncé. Oui, il l'a annoncé. Chaque semaine, il fait une annonce. Il l'a annoncé, il s'est mis d'accord avec Elon Musk. Tout est. D'accord. Espérons d'ailleurs d'ici là que les singes n'aient pas pris le contrôle. C'est ce que craint ce Facebooker qui a publié La planète des singes ne vous a donc rien appris. En tout cas, ce n'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire la grimace. Le singe aime les grimaces. Le singe est un petit malin. Alors, on va parler aussi du célèbre chef et restaurateur Nusret Gökçe qui répondait au nom de Salt Bay. Les gens du coin nous... Pardon, je me suis emportée. Donc, est-ce que vous le connaissez? Oui, Bien évidemment. évidemment. Et qu'est-ce qu'il est excentrique. Non, je connais pas. Tout à fait, c'est ça. Alors, il a des airs du professeur Ibsen dans Jumanji, avec ses lunettes rondes, et il saupoudre de sel ses viandes en faisant un triangle isocèle avec son bras. Bref, le chef boucher devrait ouvrir son resto à Casa bientôt, et si certains ont hâte, d'autres sont plus sceptiques, car le prix des plats varierait entre 800 et 5000 dirhams. Oui, ça a l'air d'une farce. D'ailleurs, j'espère que celle de Salt Bay sera bonne, parce que là, on aura le droit à une vraie quenelle sinon. En tout cas, la facture, elle risque d'être salée, c'est ce que pensent les Facebookers. Je vous lis quelques commentaires. Steak à 100 dirhams le centimètre carré, possibilité de traitement par tranche. Faut prendre un crédit conso pour aller chez lui. Le dîner est au prix d'un loyer. Est-ce qu'on va exiger la présence d'un notaire pour chaque client? Moi, je ne suis pas de mèche, avec ces internautes. Mais c'est vrai qu'à ce prix, normalement, pour une souris d'agneau, je m'attends à la souris et l'agneau dans mon plat. Certains ont d'ailleurs peur de ne pas avoir assez dans leur assiette et manger du cornet de bluff. Et l'expression en chair, CHER et en os prend tout son sens. Alors je me demande, si dans ce futur resto, on va aller manger ou regarder un remake d'Autant n'emporte le veau, je veux pas mettre mon grain de sel, mais moi, j'ai pas les moyens d'aller dans une telle bouche riche. Bon, moi, gigot et pas d'agneau, sous peine d'être changé en statue de sel. Sous peine d'être changé en statue au fleur de lys. Oui, c'est pas fini. Je vais vous parler maintenant de ces deux frères arrêtés en France en plein couvre-feu en état d'ébriété. Eh bien, sachez qu'ils se nomment Starsky et Hutch. Et ce n'est pas une blague. Ils ont la voiture? Non, pas du tout. Oui, je vais vous le raconter. Attends, je m'excuse, jamais on coûte ta chronique, mais je suis ravie parce qu'en fait, les humoristes, nous on rigole dans les salles, mais on ne connaît pas leur rire. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, vous découvrez le rire Ouais, c'est l'inverse. fabuleux de Samia Osman. Le fou rire. Le fou. Et je suis honorée. À mourir. Je suis honorée qu'elle rie à mes... c'est pour me te faire faire plaisir. C'est pour te faire plaisir. Non, Bon, c'est pas pour les faire plaisir. Alors, si vous voyez Salima avec son manteau de léopard qui sort du devant de scène, vous comprendrez pourquoi je rigole. Manteau, arrête. Non, il est beau, il est beau. Drba. Allez, vas-y, finis, Marita. Donc, alors, les policiers ont cru à une farce quand ils ont mis la main sur les trentenaires qui refusaient d'obtempérer. Optant pour moi. Pour les plus jeunes qui ne comprennent pas pourquoi tout le monde est médusé, bien Starsky et Hutch sont les deux personnages principaux d'une série télé des années 60-70, deux policiers qui sillonnaient les rues de Bay City à bord donc de leur Ford Grand Torino. Sauf que là, c'était du côté de Mérignac dans une Renault Scénic. Ce à quoi cet internaute a répondu: demain, ils vont arrêter Magnum au volant d'une Fiat Panda. Pour les plus jeunes, Magnum, c'est pas juste une glace. Hein. Et ils sont des milliers à avoir réagi à cette info. Je vais vous lire les commentaires des internautes. Alors, ils auraient dû les appeler Laurel et Hardy. En tout cas, ce ne sont pas les frères Lumière. Les parents ne devaient pas boire que de l'eau. Dans mon coin, il y a même Tom et Jerry. C'est les cousins de Dylan et Brandon. Moi, ma sœur s'appelle Wonder Woman et mon frère MacGyver. Je peux vous dire qu'ils ont fait toutes les séries. Et bien sûr, ils n'ont pas oublié le fidèle compagnon des deux héros. Ce Facebooker a d'ailleurs publié « Huggy leur a pas donné un bon tuyau ». Et cet autre internaute a demandé « Est-ce que vous pensez que Bob passera l'éponge ?» Enfin, depuis le générique de la série, j'en ai marre, il n'a pas arrêté de trotter dans ma tête. C'est peut-être à cause de ce commentaire que j'ai lu et qui disait « Monsieur et Madame nananananana ont deux fils, comment s'appellent-ils » En tout cas, j'espère que je vais vous le coller aussi parce que je veux pas être la seule à souffrir, ok? Alors, Starsky et Hutch.
Elle a mis les bouches, elle a mis les. Non, mais je vais demander une maquilleuse dans cette émission parce que j'ai le rimel qui coule. Non, c'est Rimel, elle arrive. Non, franchement, j'ai le rimel Ça qui a mis coule. Rita en première ça me fait partie une ou jolie pas? Mais ça y est, transition. on s'est déjà Rimel. Elle a fait une annonce, Samia. Rita en première Oui, partie. oui, les prochains spectacles, Rita en première partie. Faut que je refasse ma chronique. Le producteur est d'accord. Le producteur est d'accord. Attends, c'est bon. répète là parce qu'on va bien Non, la non, passer en Rita, boucle. Rita en première Samia partie, Rosman, on en vous parle, avez on en une parle. annonce à nous faire. Oui, on en parlait ce matin et On en a Rita, discuté en Inch'Allah, plus. dès qu'elle est prête, elle vient faire les premières parties de mes spectacles. Marhaba. Hablati, on est tous invités. Hein. Je te Bien préviens. sûr, marhaba. Oui, Tu t'es rigoles. invité. Non, 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 30 euros l'entrée. c'est plus que invité. Vous serez partenaire de l'événement. Ah, il y a les négociations. Alors, Tu crois qu'on rigole alors là, Oui. je te dis le oui tout de suite. Super, super. Yalla, c'est Alors, purée, dès qu'on il y a des- le il y a des droit de affaires travailler. qui se font en direct. Les amis, on va très vite enchaîner. Tu vas pas partir, tu vas aller t'installer dans le coin là-bas pour, tu vois, le truc distanciation, Sociale. tout ça. Et on va parler de politique. Est-ce que tu t'intéresses à la politique, Mais Samia? absolument pas. Mais pourquoi hein? Parce que c'est trop compliqué pour Mais moi. il se passe beaucoup de choses, tu sais, dans la politique. Ouais, mais il y a des gens qui s'y intéressent et c'est bien, mais moi je suis pas dans ce monde-là. En fait, dans ma tête, j'ai encore 8 ans. J'ai beaucoup de mal à grandir et je m'intéresse pas du tout à ça, vraiment. Rien. Rien. Des fois, j'ai des échos et je dis, ah, les ça fait mal à la tête. déclarations, sur les chaînes de télévision, regardez un Ça petit peu pourrait la être séance une de source Parlement, d'inspiration J'ai pas de supplémentaire. du télévision. gouvernement. Non, j'ai pas de télévision et je trouve que c'est anxiogène et je me mêle pas de tout ça et je les laisse gérer entre eux. Il y a plein de militants, il y a plein de gens qui se battent pour tout ça et moi je suis pas faite pour ça. Moi je suis dans mon monde des bisounours avec les enfants, à faire rigoler les gens, à apporter du bonheur, C'est du la même. positif. Et C'est la même. Alors nous, on a Rimel. Bonjour Rimel. Bonjour Yeah, Rimel. bonjour à tous. Bonjour. Elle Qui s'appelle elle vraiment qui Rimel, comme le Rimel dont tu parlais tout à l'heure. ouais, mais en fait, C'est ça, d'origine. c'est après que j'ai tilté. Et je pense que t'aimes pas qu'on parle d'origine, mais pour le coup, elle a une petite origine qui te très proche de toi. C'est vrai? T'as des origines tunisiennes? Oui. D'accord. منين من تونس؟ Mais je savais pas. Hey, wesh, hey. يا مدام. je savais pas que tu étais au Moi, je suis courant. au courant de Ben tout. Tibli. Madame, je suis au courant de tout. Attends, de tout. Rimel, entre nous, chaque fois que tu entends le prénom de Hamouda, t'as pas envie de chanter? Ah, mais oui. يا حمودة يا حمودة تحكي حن بجد لك؟ عليا شوي J'espère qu'il عليا entend يما. Hamouda. Ah, le voilà. Je te jure, à chaque fois qu'il prononçait son nom, j'avais envie de chanter. Alors, elle non plus ne s'intéressait pas du tout à la politique. Ça a été un petit peu la punition, mais finalement, on est ravis. Elle est ravie aussi. On lui a demandé, elle ne s'intéressait pas à la politique, on lui a demandé de s'intéresser à la politique, justement. Pour aller faire des interviews dans le pour les, Parlement. pour les nuls de la politique, peut-être, et de se dire. Et cette semaine, elle a une très belle histoire à nous raconter, Rimel. Jingle. La parlementeuse. À quelques jours de la Saint-Valentin, Eh ben oui. t'as Comme fouiné, savoir un petit peu ce qui se passait, et tu nous as trouvé une belle histoire. C'est incroyable ce qui s'est passé. En fait, il s'est rien passé de ouf cette semaine au Parlement. Déjà, faut savoir. C'est pour ça Tu qu'on nous as vendu du rêve il y a 2 minutes. Attends. C'est incroyable. Ça ce qui s'est gruge. passé. Ah, la tricheuse, une vraie Tunisienne, Alors. voilà. C'est vrai qu'il s'est rien passé de ouf. Enfin, on n'a pas eu d'histoire comme ça. Mais il y a certains députés qui sont en colère contre le gouvernement. Déjà, faut le signaler. Parce qu'ils dénoncent l'absence des répétés de certains ministres lors des séances. En plus de ça, je suis super triste. Je sais pas si tu savais, Ftria, mais le Parlement est en vacances depuis avant-hier. On est en vacances pendant 2 mois. 2 mois? Ah ouais. Donc tu vas Ouais, pas ouais, travailler pendant 2 mois, Donc il n'y a plus de Parlement pendant Non, 2 mois. non, tu vas nous débrouiller. La preuve. Ils vont beaucoup me manquer en tout cas. Alors, je suis tombée sur une séquence vidéo. Alors ça va beaucoup vous intéresser. La vidéo, elle a fait le buzz sur les réseaux sociaux et c'est l'une des scènes insolites auxquelles on a parfois droit lors des séances parlementaires. Et celle-ci a particulièrement suscité beaucoup de réactions. Je vous explique, tout a commencé avec l'intervention de la députée du PAM, Latifa El-Hamoud, lors d'une séance plénière qui était consacrée aux résultats de la mission exploratoire menée sur les représentations du Maroc à l'étranger. Et en fait, la personne qui présidait donc la séance, c'est Habib Malki, président de la Chambre des représentants, qui a rappelé à la parlementaire donc, le temps qui lui était imparti au moment où elle s'apprêtait à prendre la parole. Donc la députée, elle a tenté de revendiquer auprès du président de la séance son droit à 20 minutes de parole. Voilà. Sauf que Habib Malki a eu du mal à comprendre son accent du Nord, ce qui a donné lieu à un échange assez inédit. On qui écoute, s'est tu l'as terminé par... Ouais, j'en ai l'extrait. On peut écouter On écoute. تفضلي سيدة النائبة عندك 16 دقيقة قالوا لي عندي 20 أنا نزيدك 30 Et donc, du coup, au lieu de lui donner 20 minutes, il lui en donne 30.
c'est trop d'amour. C'est la gentillesse t'as les Marocains. C'est l'amour au Parlement. Mais c'est beau de voir ça. Bah oui, c'est beau. Mais est-ce que les autres ont protesté pour le coup ou pas du tout? Non, pas du tout. Les autres partis politiques. Je pense qu'ils étaient un peu d'accord avec lui. Elle est très très belle, Latifa Hamoud. Elle est très très jolie. Ouais. Franchement, elle a un charme de ouf. Je crois que je peux le comprendre. Je peux comprendre. Mais c'est le même accent. C'est le même accent de Fthia, tu vois. Qui te dit Nsarradlik le mail, tu vois ce que je veux dire. Qui fait en sorte qu'on l'aime beaucoup. Hein? Il me cherche, il va me trouver un jour. Attends, ta chronique arrive. Ça va t'arriver bien comme il faut. On enchaîne tout de suite. Merci Rimel pour cette belle histoire. Ça nous change des sujets très... Mais crois pas que parce qu'il y a les vacances au Parlement, tu vas pas... Je vais pas y retourner. Je vais y retourner quand travailler même. un tout petit peu. En plus, elle s'y est attachée. Et ils l'attendent. Game of Sport, c'est tout de suite. Alors moi je pensais que tu allais nous parler de la belle victoire du Maroc, que tu allais revenir. Pas du tout. Comme t'aimes le jeu, sous toutes ses formes, c'est une histoire de Paris. Bonsoir Nas. Bonsoir Fathia. Ça va? Très bien et toi? Ouais. Je suis content de te retrouver. Il est faillot toutes les semaines à chaque fois qu'il arrive. J'espère que ça va porter ses fruits. Ça va avec son look. Ouais. Je suis un ancien banquier donc... Tu sais quoi? Arrête-toi, on va relancer le jingle. Game of Sport. Il y a quelqu'un qui écrit un truc là-bas que je vois pas. Ah, le banquier. Le banquier. Ah oui, c'est banquier. Ouais, qu'il était anciennement banquier dans les pays de l'Est. C'était où, t'as dit? En Roumanie. Voilà. Et à Paris aussi. T'étais banquier en Roumanie? Ouais. Mais sérieux? Ouais, dans l'ancien fonds d'investissement du... Vous voyez la conversion. Vas-y, enchaîne. Alors, tu voulais quelque chose d'original, c'est ça? Everton, Tottenham 4-4. CFC Séville, Barcelone 2-0. Wydad, Salé 3-0. Fin de la vanne. Tu vois, regarde, la porte, elle est par là. Ton originalité, elle peut sortir. Vas-y, pose-toi, je vais parler d'un sujet sérieux. Allez. Bon, aujourd'hui, on va vous parler du FC Maroc. Je voulais dire FC Séville qui a battu le Barça en demi-finale de la Coupe d'Espagne. Mais je vais surtout parler du Barça et de Lionel Messi qui sera sûrement la clé d'un pari. Donc 4 jours, la Champions League. Se considera que es un ataque de París, de Francia entera contra el Barça. Sí, Josep, en términos generales, dentro del vestuario, para el propio Koeman y para el propio Messi, Josep, están cansados ya de tantos dardos que le están enviando desde allí. Dans 4 jours, la Champions League reprend et ce pour notre plus grand bonheur Fathia avec le choc Barça-Paris Saint-Germain. On a tous en tête la fameuse remontada avec une bataille médiatique menée et gagnée par les Catalans, si tu t'en rappelles. Une bataille qui avait mis une pression énorme sur les Parisiens à l'époque. Rimel, je me tourne vers toi. Oui, aujourd'hui, c'est les Parisiens. C'est mieux. Aujourd'hui, ces mêmes Parisiens se nourrissent de leurs erreurs et ce sont eux qui harcèlent les Espagnols. Et je peux vous assurer que ça ne leur plaît pas du tout et ils le font savoir. Mais qu'est-ce qui énerve tant ces Espagnols? Est-ce que ce sont les Français qui viennent acheter des clopes en Andorre? Non. Ont-ils décidé que le paella était un plat breton? Non plus. Pire, les Français envoient Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Un vrai sacrilège. Et comme par hasard, devine la une de France Football, Lionel Messi avec la tenue de Paris. Ah oui. Sport, par exemple, titre harcèlement total pour parler du traitement du dossier Messi par la presse française. Et on voit d'ailleurs la une de France Football avec Messi vêtu d'un maillot du PSG. Alors, ce qui est drôle avec les Catalans, c'est qu'ils s'offusquent quand la presse française met la pression sur le FC Barcelone, mais ils ont une mémoire très courte. Magneto Hamza. En Espagne, on n'aime pas trop quand on envoie une star de leur championnat en Ligue 1. En revanche, quand c'est pour faire le chemin inverse, là, il n'y a absolument aucun problème. C'est plus du harcèlement, non, juste de l'info, comme avec Neymar par exemple. Ouais. Alors c'était le cas avec Neymar mais aussi Marco Verratti à un moment et dernièrement avec Memphis Depay qui a été finalement qu'un feu de paille vu les finances du club, mais ça on y reviendra plus tard. Alors pourquoi un grand club comme le FC Barcelone flippe face au soi-disant petit club arriviste comme Paris? Parce que tout simplement les voyants sont au vert pour que le fantasme des supporters parisiens devienne réalité et je vais vous décortiquer tout ça.
Oula, je vois qu'il a encore 2 pages et qu'il nous reste 5 minutes d'antenne. Je vais faire très rapide. Je commence à flipper. 1. Le Barça a une dette de 1 milliard. 2. Prends le sprint. 2. Lionel Messi coûte 124 millions d'euros au Barça. Un départ est inévitable. 3. Seuls 2 clubs peuvent se permettre de l'acheter, Manchester City et le Paris Saint-Germain. 4. Angel Di Maria et Neymar, ces 2 grands potes, jouent les VRP avec un vestiaire très sud-américain. 5. Le nouvel entraîneur Mauro Pochettino et Lionel Messi s'apprécient beaucoup. Ils ont été formés tous les deux New Orleans Boys en Argentine. 6. Cristiano ironise souvent en disant qu'il a tout gagné là où il est passé, à Lisbonne, Manchester, Madrid, aujourd'hui à Turin, alors que Lionel Messi n'est jamais sorti de sa zone de confort. 7. Sportivement, Paris a tapé un grand coup en étant le dernier finaliste de la Champions League en août dernier. 8. La prolongation du contrat est imminente de son gros copain Neymar qui va jouer un rôle décisif quand on connaît la relation fraternelle qu'ils ont. 9. Le départ inéluctable de Kylian Mbappé au Real Madrid va précipiter l'arrivée de la Pulga car pour lui, il tarde à prolonger. 10. Enfin, les sponsors vont faire la différence. Léo et Paris ont le même sponsor, l'équipe entière à la virgule, et l'Argentin est l'égérie de plusieurs grandes entreprises qataries, notamment la plus grande entreprise de communication. Mardi prochain, Fethia, et je termine par ça. À Barcelone comme à Paris, à cause du virus, les supporters des 2 clubs vont être devant leur écran avec une pression à la main. Je commence à croire que certes, Paris met la pression sur Barcelone pour ce choc, mais pour les 10 bonnes raisons que j'ai évoquées auparavant, Léo n'a pas que la clé d'un Paris, mais bel et bien le nouveau Messi de Paris. Jingle, pépite. T'as presque réussi à parler aussi vite que moi. Radio 2M, la pépite de Yacine Tabouktirt. Je pense qu'on fera un concours pour la prochaine fois entre Aïe. Samia et Nas, parce que elle, en termes de rapidité, Pardon. Ça y va. Merci beaucoup Nas. La pépite de la semaine. Alors chaque semaine, en général, il doit nous faire découvrir un artiste. En général. Sauf que depuis le début de la saison, voyez-vous, on n'y est pas vraiment encore arrivé. Donc j'ai très hâte de découvrir la pépite de cette semaine de Monsieur Yacine Tabouktirt. Madame Laouni, vos désirs sont des exhaustives. Des... Donc aujourd'hui, je vais faire vraiment une chronique spéciale musique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une des plus belles voix de la musique marocaine, voire le plus grand chanteur marocain du XXe siècle. Troubadour, amateur de halqa et de milhoun, devenu le premier crooner de la musique marocaine contemporaine, Houssine Slaoui est un natif de Salé que l'amour de la musique poussait à sécher les cours pour aller se réfugier dans un cimetière pour y jouer de la musique. Un peu comme moi à l'époque où je faisais l'école buissonnière pour faire des sacrifices de chats dans des cimetières en écoutant du métal. En écoutant du métal, en pensant que j'étais un viking venu du Valhalla Amazir. Revenons à Houssine Slaoui, qui tout au long de sa carrière, qui fut un voyage initiatique entre le Maroc et la France, n'a cessé de retranscrire les MAUX de la société marocaine, comme l'exode rural, l'arrivée des Américains ou le rationnement durant la Deuxième Guerre mondiale, appelé communément Amelboun. Il nous a pondu des classiques qui sont finalement les prémices de la musique chabi marocaine, actuelle comme Haderasak, Yaghrib Likla ou l'extraordinaire tube l'American, qui a été repris par Rebel Moon, un jeune chanteur marrakchi exilé au Canada et qui a donné une dimension extraordinaire mais simple à cette chanson, faisant du rock l'habitat naturel de la chanson marocaine. Sans trop vous faire attendre, on s'écoute l'American par Badreddin Rebel Moon. Alors, un petit tu ne sais même pas à quel point tu me fais plaisir aujourd'hui. C'est vrai. Non seulement avec la chronique, parce que j'ai appris des choses sur l'artiste, parce qu'il avait du mal, il voulait pas trop, il se dit non, ça va un petit peu casser. Et surtout, mais parce que tu ne le sais pas, c'est un morceau que j'adore. C'est vrai? Ah non mais en vrai de vrai. Oui, je connais l'américaine, c'est pour ça. On n'a plus que 2 petites minutes. Merci infiniment. Merci, mais vraiment. merci et en plus, j'ai pas regardé ce que tu avais volontairement pour avoir la surprise. Bravo. Ah bah, le mot de la fin. Désolé, hein, ils prennent le micro, ils sont magnifiques. Samia, ils sont magnifiques. Le mot de la fin. Il est pour toi. Vous voulez pas m'embaucher parce qu'en ce moment je n'ai pas de travail et là je voulais pas rentrer en France. Oui, toutes les semaines.
Écoute, j'ai passé un très bon moment, je vous remercie beaucoup et je suis ravie d'être ici au Maroc. Je passe des moments incroyables qui, je l'espère, seront transcrits dans le prochain spectacle. Et si je peux en savoir un tout petit peu plus. Bien sûr, je parle de plein de choses. Je parle du sahur, mais du sahur que moi. Du sahur de l'île pendant Ramadan ou le sahur? Je raconte un peu que chez les Arabes, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on dit ouais, c'est sahur, dalouk sahur. C'est jamais notre faute, c'est toujours le sahur, c'est toujours ça. Et donc, j'ai quelques vannes là-dessus où je raconte un petit peu ce que moi j'ai pu rencontrer. Et puis le passage le plus important du spectacle, je parle de la procréation médicalement assistée parce que ça fait 17 ans que je suis mariée et qu'on n'a pas d'enfant. Et je parle de toutes les galères qu'on a pu rencontrer au moment où on a fait ce parcours-là. Malheureusement, il y a de plus en plus de femmes qui souffrent de la même chose, d'infertilité, et personne n'ose en parler. Et le jour où il y a une langue qui se délie, tout le monde commence à le dire. Genre comme si tu avais trouvé des cafards chez toi et que tu dis « Oh, Wallah, moi aussi j'en ai, comment t'as fait pour t'en débarrasser ?» Et donc, et je pense que c'est important que les langues se délient, de parler de sujets comme cela, pour que d'autres femmes puissent déjà rire de cette situation, prendre de la distance et réussir à accepter en fait cette dure épreuve. Donc je parle de ça avec du rire, des moments d'émotion, un peu de tout, mais je suis en plein dans ça, plus les différents voyages que j'ai faits, les endroits où les gens m'ont accueilli à bras ouverts, comme ici au Maroc. Je te disais, j'ai été accueillie dans un lieu qui est incroyable, que j'aurais jamais imaginé. J'ai posté un peu sur mes réseaux pour ceux qui veulent regarder, ça s'appelle la Terre de Balkis. Pour moi, c'est un morceau de paradis sur Terre. Tu vois, et donc je suis posée là pendant une semaine et tous les jours j'ai rien d'autre à faire que de m'occuper de moi et d'écrire. Et je suis très très contente parce que c'est très inspirant. Et je sais pas si tu sais, mais j'ai entamé une perte de poids aussi. J'ai commencé à me centrer sur moi-même. J'ai pas osé. Ouais, osé. Au contraire, ça fait plaisir. Oula, j'ai fait tout ça d'effort, c'est pour que tu me le dises. Je l'ai remarqué. Ah, j'ai vu comment tu m'as regardé quand je suis arrivée. Samia, tu reviens quand tu veux. On sera tous là. On ira en France beaucoup. La première scène. Merci toute vraiment. L'équipe de l'Hebdo, ça arrête les billets d'avion. En tout cas, on a été ravis de t'accueillir. Mais pas autant que moi. Vraiment, merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être ici. Quand tu veux. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et bien évidemment, on se quitte sur cette magnifique petite pépite. يوم يمشوا بالفرقة البلاد ما بخير وشحال